Bonjour à tous et à toutes, ici Margoulax et aujourd'hui on se retrouve pour la fête du Covid-19. Alors qu'est-ce donc la fête du Covid-19? Je vais faire un petit point d'actualité alors sur plusieurs choses, notamment le point sur les virus et certaines mesures, le point sur la situation au niveau du personnel de santé car j'ai lu le rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, justement le KCE en néerlandais. Ainsi que on va parler un petit peu politique vaccinale, on va faire un petit point sur les traitements qui existeraient peut-être ou qui existent, ça c'est en fonction des hôpitaux. On va faire un point sur les événements malheureux qui ont eu lieu au bois de la Cambre, notamment les violences policières, mais aussi les violences du côté des civils, ça faut pas non plus les nier. Puis on va parler de tous ces pays qui n'utilisent pas de mesures Covid et qui s'en sortent mieux que nous. On va parler un petit peu de la loi pandémie car elle refait surface, on l'a sortie par la porte, elle rentre par la fenêtre. Donc voilà, on va démarrer tout de suite. Alors, du coup, faire un point sur le virus et certaines mesures liées à celui-là. On va parler un peu des clusters déjà. Alors majoritairement les clusters Covid-19 pour l'instant se passent en entreprise, donc à 40%, sachant qu'il y a un biais de transport en commun, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait contracter le Covid-19 dans les transports, et puis le temps de développer, et contaminer votre entreprise en fait. Donc je veux dire, ça doit être plutôt lié je pense. 19% en maison de repos, 16% dans les collectivités résidentielles et 13% dans les écoles. Alors, les clusters en maison de repos, ça va bientôt être terminé avec la politique de vaccination en théorie, donc ça, ce sera bientôt plus d'actualité. Mais par exemple, parlons des écoles. Pourquoi par exemple ne pas installer des purificateurs d'air en plus dans les classes? Car ça, ce fut quelque chose dont on a beaucoup parlé au début de la crise, mais plus personne n'en parle. Alors effectivement, c'est un coup d'infrastructure publique, mais en attendant, on parle quand même de notre jeunesse, de l'instruction. Et puis je vais même plus loin, pourquoi ne pas installer aussi des purificateurs d'air dans les amphithéâtres, en fait, dans toutes les institutions scolaires, pour permettre par exemple de les rouvrir. Car une étude a été faite par des gens qui sont pas trop des incompétents, c'est une étude en 2016 en plus, ça avait été fait par la NASA, qui a confirmé une efficacité proche de 100% sur des particules extrêmement fines, c'est-à-dire 0,01 micron, donc on arrive à capter les particules et à les faire disparaître. Alors c'est largement de quoi retenir le SARS-CoV-2, étant donné que le SARS-CoV-2 est plus gros, de 0,05 microns à 0,13 microns en plus. Donc, il est entre 6 et 13 fois plus gros. Donc déjà voilà. Et puis on parlait de transport en commun tout à l'heure pour les clusters en entreprise, je pense à autre chose. Au lieu de prendre des mesures un petit peu farfelues, comme le fait de dire qu'on doit s'asseoir côté fenêtre, d'ailleurs même fenêtre qu'on ne peut plus vraiment ouvrir dans les trains, preuve que les gens qui nous dirigent ne prennent plus le train depuis très longtemps. Alors, pourquoi ne pas utiliser des UV dans les transports en commun, car il est prouvé que ça a une efficacité aussi, de nouveau, de près de 100%. Alors, ce serait très simple à mettre en place, on pourrait demander aux contrôleurs d'appliquer eux-mêmes les UV sur les sièges, ou même carrément augmenter les infrastructures, ne serait-ce que des personnes de sécurail ou tout ça, pendant les trajets. Ça diminuerait, je pense, quand même légèrement le nombre de bactéries et le nombre de miasmes du Covid-19 dans ces endroits. Et il est prouvé que les UV ont une grande efficacité. D'ailleurs, même dès que le soleil est sorti, on vous dit qu'il y aura moins de maladies car les UV sont là. Donc, pourquoi ça ne marcherait pas avec le Covid-19? Je me le demande, et d'ailleurs, on l'utilise notamment dans les pays asiatiques. Alors, pour ce qui est des entreprises, petit aparté sur le télétravail, il est vrai qu'on a mis en place le télétravail, et apparemment je pense que 40% des entreprises en Belgique, si j'avais bien lu une étude, 40% des entreprises en Belgique pourraient appliquer le télétravail. Alors en théorie, le problème c'est que voilà, tout le monde ne veut pas le respecter. Pourquoi? Car déjà c'est psychologiquement pas toujours facile de travailler de chez soi, on n'a peut-être pas la place même de se faire un bureau pour sortir psychologiquement de l'ambiance de travail. Donc il y a ça. Puis il y a aussi des gens qui ont besoin socialement de voir des gens autour d'eux, et le travail est peut-être leur seul univers social, ils n'ont peut-être pas de famille, pas de personne à voir, donc je peux comprendre aussi pourquoi le télétravail n'est pas toujours respecté. Et au niveau des mesures, on constate une chose, il y a une grande disparité entre nos différentes régions, ne serait-ce qu'au niveau des subventions à l'ORECA, qui sont complètement différentes d'une région à une autre, ne serait-ce même aussi qu'au niveau de l'accessibilité aux droits passerelles, enfin toutes ces choses-là, on voit très bien que la Flandre a mieux géré son économie que la nôtre. Alors ce qui crée du coup beaucoup de disparités au sein d'un même peuple, car en déplaise à certains, la majorité des Belges se sentent encore belges, mais notamment aussi ça montre que le fédéralisme à la belge ne fonctionne pas, il est coûteux, lent pour prendre les décisions et crée des disparités économiques. Voilà quoi, que du beau. Alors, parlant de disparité, on va parler un petit peu de la politique médicale, enfin de notre gestion de notre secteur médical. Alors le rapport du Centre fédéral d'expertise des soins de santé est très intéressant, car il constate en fait un petit peu ce qui s'est passé. Ça se concentre un peu plus sur la première vague, mais ça ne changera pas, ça ne change pas tellement de la deuxième, et ni même de la troisième, et ni même de la quatrième, car on ne prend pas vraiment de mesures.
Alors, il constate une sous-représentation des personnes de terrain, notamment les infirmiers par exemple, qui ne sont pas pris en compte dans les prises de décision, dans le sens qu'en fait, ils ne témoignent jamais dans les prises de décision, ils n'en prennent pas. Ce sont toujours deux experts un petit peu lointains, du style Yves Van Latem et autres, hein, qui prennent des décisions avec les gouvernements. Bon. Alors, on déplore aussi qu'il n'y ait pas de suivi en temps réel des soins intensifs à échelle nationale, ce qui permettrait de mieux planifier les interventions et de mettre en place des politiques plus globales, car c'est ce que demande le rapport. Alors, pourtant, petit paradoxe, la Belgique est le quatrième pays de l'OCDE en termes de lits de soins intensifs, 17,4 par habitant, ce qui est quand même pas trop mal par rapport à nos voisins, mais manque de chance, on n'a pas assez d'infirmiers pour s'occuper des patients. Lié à quoi? Bah de nouveau, coût du travail, etc. Hein, pas toujours facile d'engager beaucoup d'infirmiers. Lié à quoi? Hein, l'Union Européenne, tout ça, les frais économiques, vous connaissez un petit peu mon laïus là-dessus. Et on constate aussi que du coup on a mis beaucoup d'autres malades sur le côté et le personnel hospitalier a peur aussi du retour de manivelle du Covid, c'est-à-dire que quand la situation va revenir à la normale, il y aura beaucoup de gens qui seront très très malades et il faudra beaucoup s'occuper d'eux. On constate 66% de baisse d'activité en chirurgie, 57% en pédiatrie, 38% en médecine interne et 36% en gériatrie. Alors au niveau des cancers, ça pose énormément de problèmes, car la moyenne par exemple de détection, de diagnostic de cancer en Belgique, c'est 5725 chaque mois. Tous les cancers confondus. Or pendant la crise, on constate une forte baisse. Forcément, parce qu'on les diagnostique moins, car c'est pas considéré comme étant essentiel. Donc ça donne des baisses très bien en final, hein, moins 20% sur le cancer de la peau, de la vessie, du rein, de la tête et du cou. Pour ce qui est de la prostate et des hémopathies malignes, la baisse est d'environ 15%, et pour le pancréas et l'œsophage qui sont considérés comme des cancers agressifs, c'est moins 10%. Donc peut-être que le Covid a réussi à éradiquer le cancer au final, on est quand même pas mal. Alors, dans le rapport aussi, il y a un sondage sur le personnel hospitalier qui est très intéressant, car on constate que ce que le personnel hospitalier demande, en fait, au fond, c'est une refédéralisation des politiques de santé. Il demande notamment une gestion conjointe des équipements de protection individuelle et des stocks de médicaments, hein, qui sont perçus comme étant les mesures les plus pertinentes dans le sondage, 89 à 93%. Comme on atteste aussi les collaborations constatées durant la première vague de la pandémie. Par ailleurs, 89% des répondants, donc 50 hôpitaux sur 4, ont estimé que les accords avec et le soutien aux maisons de repos au niveau local-régional, donc local-régional, étaient une mesure plutôt ou très pertinente. Alors c'est vrai que peu de personnel ont été échangés pendant la pandémie, mais en tout cas, 62% des hôpitaux trouveraient une telle mesure pertinente en temps de crise. Donc voilà. Et aussi, 67% étaient favorables à des équipes mobiles au niveau du réseau en cas de crise, donc de nouveau, planification, etc. 69%. Selon 69% des répondants, la politique de ressources humaines pourrait aussi être menée à un niveau plus global. Donc aussi il demande aussi une organisation de formation complémentaire pour les médecins ou le personnel infirmier au niveau du réseau. Elle a été jugée pertinente par 78 à 80% des répondants. Donc on voit très bien que ceux qui connaissent le milieu médical et qui connaissent la politique médicale, car ils y travaillent, ils sont sur le terrain, ils ne demandent pas de vivre dans leur microcosme d'hôpital avec un directeur machin, un directeur bidule qui chapeaute juste un seul hôpital. Ce qu'ils demandent juste, en fait, c'est une stratégie en maillon avec des collaborations entre les hôpitaux, notamment en temps de crise. Et ça aurait été beaucoup plus efficace, bêtement. Alors, on va parler un peu politique vaccinale. Alors je ne vais pas développer sur tous les vaccins disponibles, je ne vais pas parler énormément de Sputnik 5 par exemple, je ne vais pas parler énormément, on va parler un peu de l'AstraZeneca mais pas beaucoup. Pfizer BioNTech, j'en parlerai pas non plus, il y a beaucoup de choses à dire sur l'ARN, sur la rétrotranscriptase et autres problèmes liés à l'ARN, ça je vous invite à vous renseigner vous-même, à aller sur des forums de médecine et tout ça, même si c'est très peu accessible, parce que franchement c'est la pagaille, c'est très complexe à comprendre, donc voilà. Ou alors carrément vous tournez vers des personnes compétentes, rien ne vous empêche de tenter de contacter un généticien, ou voilà, ça c'est tout à fait possible. Alors, seul truc qu'on a vu, c'est qu'on a constaté certains cas de thrombose avec le vaccin AstraZeneca. Or, il y a certains pays, je crois 11 pays, qui ont interdit l'utilisation d'AstraZeneca à un moment. Alors, au niveau des personnes thromboïques, je suis un peu mal à l'aise, car quand on fait la moyenne des personnes atteintes de thrombose avec AstraZeneca, c'est en dessous de la population globale en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes, par exemple, qui sont atteintes de thrombose avec les pilules contraceptives féminines. Beaucoup plus. Donc, et ça, pour le coup, c'est un problème de santé publique. Donc, la chose la plus intéressante à faire au niveau de l'AstraZeneca serait de cartographier les personnes avec cas de comorbidité, donc qui pourraient être thromboïques, tout simplement en leur faisant passer un test, ou alors si c'est avéré qu'elles le sont, qu'elles ne prennent pas l'AstraZeneca, ou peut-être que si c'est indiqué de prendre un anticoagulant en cas de vaccin, je ne sais pas.
Donc voilà, ça ce serait de nouveau une politique cohérente à échelle globale. Bon, pourquoi on ne le met pas en place? Je vous laisse deviner. Autre chose rigolote dans la politique vaccinale, c'est le refus de commander des vaccins chinois, russes ou cubains, qui semble être beaucoup plus un refus politique qu'un refus sanitaire, car je tiens quand même à vous dire que la Chine et Cuba notamment sont très réputés dans les domaines de médecine. Cuba a un meilleur système de santé que le nôtre en théorie, donc voilà. Même le Cuba travaille beaucoup mieux que nous sur le cancer aussi, donc je ne vois pas pourquoi il serait incompétent sur le Covid et compétent sur le cancer. Ça me trouble un peu. Or, on constate de nouveau que les commandes centralisées au niveau européen, ça ralentit tout, car on voit en fait que le pays qui s'en sort le mieux dans la politique vaccinale européenne, c'est celui qui ne la respecte pas vraiment, c'est-à-dire c'est la Hongrie, avec 23,14% de première dose, 9,12% de deuxième dose. En Belgique, c'est moitié moins, pour les deux. C'est entre 10 et 12% pour la première, et c'est 4% pour la deuxième. Donc de nouveau, on constate que l'Union européenne est incompétente en matière de médecine, tout comme elle est incompétente en matière économique, en matière migratoire, en matière démocratique. Sur tous les domaines, l'Union européenne est incompétente, à part éventuellement pour supprimer le roaming pour vos téléphones, et encore, je suis même pas sûr, on pourrait le faire à échelle nationale avec des accords bilatéraux. Bref. Il y a aussi de nouveau, ça c'est un problème logistique typiquement belge, c'est quand même le fait de jeter des doses, car on a constaté que certaines doses de vaccins étaient jetées à la poubelle. C'est un véritable scandale sanitaire, ça pour le coup, parce que ça témoigne clairement d'un manque d'organisation logistique, dans un pays qui en plus est censé avoir le meilleur système, le meilleur secteur logistique du monde. C'est un petit peu cocasse. Or, autre chose aussi, et là on va plus revenir sur l'idée même de vacciner la population au sens global. Il est très étonnant quand même que l'on veuille appliquer une politique vaccinale à échelle nationale, à échelle mondiale, même presque, sur un virus qui en fait est un virus respiratoire. Car par exemple, le virus de la grippe, les virus respiratoires sont plus sujets aux mutations et donc par conséquent, le vaccin est très vite invalide. Et on le voit très bien avec les mutants du Covid-19, on n'arrive pas vraiment à savoir si les vaccins vont être compétents sur les variants. Donc pourquoi faire ça? Puis de plus, admettons, on va quand même faire un vaccin, pourquoi vacciner toute la population, sachant que la moyenne d'âge des personnes qui meurent du Covid est très élevée? Donc voilà, je suis de nouveau un petit peu réservé. Pourquoi ne pas tout simplement avoir une politique de vaccination sélective, entre guillemets discriminatoire, sur les personnes âgées, notamment de plus de 65 ans? Voilà. Petit point, je m'interroge un petit peu quand même sur le concept. Alors, point sur les traitements, j'ai dit que j'en parlerai. Alors, à l'heure actuelle, aucun traitement n'est vraiment attesté comme étant efficace contre le Covid-19 par les autorités médicales compétentes. Mais, pour ce qui est des études et des tests et des essais, on a le centre de santé publique de Shanghai qui, sur plus de 616 patients, attesterait d'une efficacité de l'hydroxychloroquine en traitement préventif, par exemple. Donc voilà, à travailler. On a l'American Society for Microbiology, donc la Société américaine pour la microbiologie, a testé 47 patients positifs et affirmerait qu'un antiviral du nom de Molnupiravir serait efficace avec une élimination du virus en 9 jours. Donc ça c'est un essai. Et on a une étude australienne aussi qui attesterait que l'ivermectine est un traitement prometteur contre la maladie, et d'ailleurs, fait étonnant, en France dans un EHPAD, donc dans une maison de retraite, une 60aine de personnes ont reçu de l'ivermectine dans le cadre d'un traitement contre la gale, et ces personnes sont bien moins touchées par la maladie et aucune d'entre elles ne sont mortes. Donc on constate un peu coïncidence, etc. Je ne sais pas trop, mais en tout cas on constate quand même que l'ivermectine pourrait être un traitement très prometteur contre le Covid-19. Et de nouveau, point rhétorique un petit peu, je trouve un petit peu étrange qu'on considère que le Covid-19 n'est pas une maladie qui peut se soigner. Voilà, ça m'est un peu étrange. Mais avant le soin, il y a la prévention. Et ça, c'est important. Sur la prévention en tant que telle, par exemple, au-delà des gestes barrières qui sont efficaces, le port du masque, par exemple, notamment en intérieur, qui fait un consensus et qui est en fait logique, c'est pas étonnant que le port du masque en intérieur soit efficace, étant donné que l'air circule moins en intérieur, on est plus serrés les uns sur les autres, et c'est connu, par exemple, les contaminations avec la grippe, ça vient aussi du fait que on reste plus chez soi car il fait plus froid et on ouvre moins les fenêtres. Donc voilà. Par contre, dans le cadre du port du masque en extérieur, il y a certaines études qui invalideraient la thèse selon laquelle ce serait très efficace, ou même efficace tout court. Pourquoi? C'est notamment une étude danoise, où en gros, en fait, on explique que le port du masque serait quasiment inutile en fait au final et qui diminuerait pas significativement le taux d'infection. Niveau prévention, pourquoi n'avons-nous pas fait une prévention claire et même beaucoup plus globale et beaucoup plus accentuée sur notamment l'obésité et la vitamine D? Car le lien obésité et cas grave de Covid-19 et carence en vitamine D sont liés.
Or, généralement, on pourrait même dire que ça pourrait même être un triple lien, car c'est pas parce que vous mangez beaucoup que vous n'êtes pas en carence. Généralement, quand vous mangez de la nourriture ultra transformée, vous êtes même plus carencé que des gens qui mangent bien. Bref. Donc, pourquoi ne pas avoir demandé, par exemple, de pousser en avant l'idée d'avoir une activité physique régulière, une alimentation équilibrée sans excédent calorique ou pas trop. Puis notamment, on voit que la vitamine D atteste d'une efficacité préventive contre les cas graves de Covid-19. On voit que dès qu'il y a prise, les risques du Covid diminuent. Et même avec une prise pendant l'infection, les risques diminuent moins, enfin les risques diminuent plus que quand vous n'en prenez pas. Ça coûte pas cher en plus la vitamine D, donc ça aurait aussi pu être un vrai traitement préventif. Enfin, traitement. Caractère préventif plutôt, parce que la vitamine, c'est pas vraiment un traitement. Alors, c'est bien beau de parler des mesures, mais n'oublions pas qu'il y a des pays qui n'en ont pas. Par exemple, le Texas récemment a abandonné les mesures Covid, et c'est depuis le 2 mars. Or, depuis le 2 mars, on dit qu'il y a un délai de 3 semaines pour regarder. Ce délai est passé, et on voit en fait que la pandémie n'a pas augmenté, elle a même baissé. Et comment expliquer d'ailleurs qu'en Suède, où il n'y a pas toutes les restrictions que nous connaissons, ils n'ont que rarement dépassé la barre des 100 morts par jour, et idem pour la Corée du Sud, qui elle n'a jamais atteint ce point. Voilà, de nouveau, pourquoi nos dirigeants en fait n'envoient-ils pas de délégation sur place, ne serait-ce que pour voir comment tout cela se passe? N'avions-nous pas eu le temps de le faire pendant un an? Je sais pas, moi je me dis ça, je dis rien. De plus, là on parle quand même d'une maladie dont la moyenne d'âge de mortalité est de 83 ans. Et la moyenne d'âge de mortalité pour la population globale en Belgique, c'est de 81,8 ans. Donc en soi, est-ce vraiment un problème de santé publique quand une maladie tue des personnes plus âgées que le taux de mortalité moyen? Est-ce que ça mérite réellement une dette publique de plus de 100%, des économies à l'arrêt, des dépressions, des suicides et des violences policières, ainsi qu'un arrêt de la démocratie? Je me pose la question. Alors, là on va rentrer plus dans le point d'actualité, on va aller parler un petit peu vite. Par exemple, quand je vois les techniques de maintien de l'ordre utilisées à Bruxelles. D'ailleurs, petit aparté, moi je n'étais pas à Bruxelles, j'étais à Liège. Donc voilà, j'ai même pris la parole, il y aura un petit extrait. Il y a un autre salaire, il y a le noir et tout ça, et je pense à tous ces étudiants, toutes ces personnes qui vivaient avec leur droit et qui là pour l'instant n'ont plus rien et sont obligés de quémander comme... C'est gênant, par exemple, c'est gênant. On arrive, on est là, oui, désolé, je bossais auparavant, c'est dans le médical, c'est compliqué. Et voilà, et je pense que au bout d'un moment, il serait temps qu'on se pose les bonnes questions par rapport à la gestion de la crise du Covid dans notre pays. On est un des pays les plus développés de l'OCDE, on est un des premiers pays en termes de taxation, et on n'est même pas capable de couvrir des choses convenablement. Voilà. Donc du coup, par rapport à Bruxelles, moi personnellement, je me demande vraiment comment le bourgmestre de la ville pourra assumer ce genre de décision, car quand on voit les images de gazage, de coups et de comportements disproportionnés venant des forces de l'ordre, c'est quand même douteux. Enfin, en tout cas, il est vrai que c'était dans un premier temps, car on peut aussi voir des groupes de casseurs qui étaient là pour en découdre, notamment à coups de lancer de projectiles et d'autres joyeusetés. Dédicace aux 2 personnes qui se sont amusées à charger la police avec un bâton. Je ne comprends toujours pas l'utilité de cette manœuvre, car bon, la supériorité numérique aurait fait que de toute façon, ça n'allait pas être efficace. Mais, donc voilà, alors pourquoi est-ce que ça il y a beaucoup de débordements? Voilà, il y a des groupuscules qui sont connus, qui organisent les manifestations, et il est vrai que quand c'est souvent organisé par l'extrême gauche et la gauche radicale, certains groupuscules du style ACAB, Black Blocs et autres groupuscules étranges sont réputés comme étant des groupes violents, ou en tout cas ayant des réponses très agressives vis-à-vis de la police. Ça se passe souvent mal quand ils sont sur place. Et c'est vrai que l'extrême gauche et la gauche radicale aussi trustent un peu le terrain de la lutte contre les mesures Covid-19, ce qui est un peu triste car au final je pense que ça devrait être une lutte apolitique. Je pense pas qu'être pour les libertés individuelles, c'est faire de la politique vraiment. Donc je sais pas pourquoi on devrait dire qu'on est de gauche ou de droite dans ce cadre-là, mais bon. Mais aussi, en termes de communication, avec ces derniers événements au Bois de la Cambre et la Beauvry, on peut constater qu'on tente de décrédibiliser les événements, notamment à cause de l'effet guinguette de ces derniers. Bon, c'est vrai que l'alcool et la musique, ça y ressemble un peu. Enfin, ça y ressemblait même beaucoup parfois. Mais cela ne change rien en fait, car on constate un ras-le-bol général de toutes les générations. D'ailleurs, l'être humain étant un animal social ayant besoin de contact, cette absence de contact spontané et d'impression de liberté mène à une augmentation, comme je disais, des cas de dépression, de tentatives de suicide et de comportements dangereux socialement, notamment des comportements autodestructifs. Et de plus, les rassemblements vont augmenter, car déjà l'être humain, on a besoin de se voir, ça va faire un an qu'on restreint les vies affectives, personnelles et sociales des gens,
et qu'on restera même les vies professionnelles tout court, et on sait que affectif, personnel et professionnel sont 3 éléments liés à la vie sociale, donc si on restreint toute la vie sociale, vous étonnez pas que les gens spontanément après un an en aient marre, et de plus, avec l'arrivée du beau temps, ça va pas s'arranger. Et quelque chose qui est dangereux, c'est l'absence de perspective et l'absence de sentiment de sécurité. Car pourquoi tout ça? C'est la deuxième composante de la pyramide de Maslow. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, c'est tous les éléments du bien-être d'une personne. Et dans cette pyramide de Maslow, on a déjà enlevé la plupart des étages depuis un an de confinement, donc il ne reste plus rien pour avoir, entre guillemets, des comportements stables dans la majorité de la population. On est en train de créer une dépression générale. Alors, maintenant, on va faire un petit aparté sur la loi pandémie et on va conclure. La fameuse loi pandémie qu'on avait jetée par la porte et qui revient par la fenêtre, peut-être que bientôt elle arrivera par le local poubelle. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la regarder, car c'est une loi très dangereuse, en termes de liberté individuelle de nouveau. Elle refait surface pourquoi en fait? Car le tribunal de première instance de Bruxelles a signifié au gouvernement fédéral que les dispositions de confinement et de restriction des libertés n'avaient pas de base juridique. Alors, donc en gros, ça devra, cette interdiction des dispositions Covid devra être appliquée au début du mois de mai. Car en fait, ces mesures sont illégales. Elles ne respectent pas la Constitution et ne respectent pas en partie la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elles sont prises de manière antidémocratique par arrêté ministériel. Donc ça ne respecte même pas le droit de vote, le vote du Parlement sur certaines décisions. On n'est jamais allé devant le Parlement. Donc, quid de cette loi ? Comme je disais, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite pour en voir son contenu plus qu'inquiétant. Mais la question à vraiment bien se poser, c'est est-ce qu'un gouvernement qui prend des décisions sur aucune base légale concrète depuis un an et qui ne respecte pas la démocratie va réellement arrêter de faire ce qu'il fait à la date butoir? Moi, personnellement, j'ai un doute car on les a déjà vus à l'œuvre. Alors, si mon travail vous plaît, si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu, à la faire tourner tout autour de vous et à la partager, bien évidemment. Vous savez, tous ces petits trucs de youtubeurs. Au revoir à tous et à toutes, c'était Margoulax et merci à vous.